Chers jurys, chers assistants, opposants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet très important, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Je dirais même que nous sommes présents ici pour débattre une question à laquelle même les grands philosophes n'ont pas pu répondre. Mais comme dans toute introduction qui se respecte, je me dois de m'arrêter sur un terme extrêmement important. Et ne pas l'expliquer ou ne pas l'aborder reviendrait à passer à côté du sujet de notre débat du jour. L'homme est de nature foncièrement mauvaise. Ces termes, mesdames et messieurs, est foncièrement. Qui dit foncièrement dit essentiellement, dit totalement et aussi radicalement. Ainsi donc, chers opposants, vous prétendez que tout le monde est sans exception et méchant. Ce qui inclut ma personne, mes camarades ici présents, vous aussi, équipe adverse, et tous ceux présents avec nous aujourd'hui. Ce qui veut dire également, toi en tant qu'homme. Freud avance que l'humain naît sans principe d'éducation. Il n'est tel une page vierge sur laquelle on écrit au fur et à mesure du temps les choses qu'il apprend de son environnement. Si l'homme n'était pas bon de nature ou ne voulait pas le bien des autres, les premiers humains, tribus et sociétés n'auraient pas su comment survivre et avancer. Néanmoins, l'amour des autres et la bonté, en plus de l'envie de se développer, a conduit à ce succès. Oui, on ne peut nier que le mal existe, mais il faut différencier la nature du comportement, puisque la nature, c'est la façon de penser ou de voir les choses, tandis que le comportement, c'est les résultats naturels autour d'une personne. Et je vous vois venir et nous parler de guerre et de ces atrocités. Alors laissez-moi vous rappeler et éclairer votre lanterne en parlant que les guerres, la guerre elle-même est une lutte entre le bien et le mal. Et parfois, il faut faire cette guerre afin d'obtenir une paix longue. La guerre, c'est une conséquence des intérêts politiques et économiques. Et pour démontrer mon point de vue, des études ont été faites sur 37 000 soldats autour du monde. Quand on leur a posé la question de « Pourquoi vous avez participé à ces actes de guerre ?», la majorité a répondu disant que c'était pour protéger leur patrie, leur famille et leurs biens. Non, jamais aucun d'eux n'a participé à ces guerres par simple plaisir de tuer ou de violer. Et comme j'ai déjà mentionné au début de mon intervention, beaucoup de philosophes se sont exprimés sur la nature de l'homme. Et les noms que j'ai bien retenus sont ceux de Thomas Hobbes, Machiavel et Jean-Jacques Rousseau. D'un côté, nous avons Thomas Hobbes avec Machiavel qui décrivent l'homme comme étant méchant, brutal, ayant besoin de la société et des règles afin de régner sur son instinct et de prospérer. D'un autre côté, nous avons Jean-Jacques Rousseau. Lui, il démontre plutôt que l'homme, il est doux et pur sans la corruption de l'inégalité et la cupidité causée par notre chère société. Rousseau est un philosophe extrêmement critique vis-à-vis de la société. L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est en 1755, dans son discours sur l'inégalité et le fondement, sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, qu'il va expliquer pourquoi la société a corrompu l'homme. Il va ainsi imaginer une fiction théorique où il se demande que serait l'homme s'il se débarrassait de tout ce qu'il a acquis par le bien de la culture et de la société, ce qui serait à l'état purement naturel. Cette fiction est devenue célèbre sous le nom de « état de nature ». L'homme original décrit par Rousseau est un être plutôt libre, dont le cœur est en paix et le corps en santé, qui n'a besoin de personne et ne veut de mal à personne. Il explique aussi que l'avènement de la propriété privée, puis de la société, vont le rendre méchant en le rendant sociable. En effet, dans la société, les femmes et les hommes sont envieux, ambitieux et calculateurs. Même l'amour devient un jeu de calcul. En entrant en société, l'homme perd l'égalité avec ses semblables. Il y aura désormais des riches et des pauvres, des dominants et des dominés. L'homme perdra aussi sa liberté, puisqu'il devra agir non plus comme il le désire, mais en tenant compte de ses semblables. Merci. Alors, tout d'abord et avant de commencer, chère opposante, le sujet de notre débat concerne la nature de l'homme, non son comportement, et de toute façon, les deux termes sont étroitement liés. Bref, nous les humains, êtres vivants aussi complexes que crédules, demeurons perplexes face à la notion de notre propre identité, et cela depuis l'aube de la révolution cognitive.
Homo sapiens, notre nom scientifique dérivé du latin, signifie l'homme sage. Or, sommes-nous vraiment sages au sens moral et éthique ou uniquement au sens cognitif et intellectuel? Telle est la question qui envahit mon esprit à chaque fois que je lis la phrase aussi limpide que l'eau et aussi tangible que ce pupitre qui n'est autre que « l'être humain est de nature foncièrement mauvaise ». Mesdames et messieurs, chers opposants, honorables jurys, mes salutations les plus distinguées. Aussi pessimiste que cela puisse paraître, la phrase qui est affichée derrière moi et autour de laquelle se joue notre débat d'aujourd'hui ne peut manquer de justesse et de conformité à la réalité. Alors, avant de commencer, excusez-moi, chers opposants, d'écraser votre petite bulle d'utopie où l'homme est bienveillant de nature. Car, croyez-moi, nous aimerions tant vivre dans cet univers que vous êtes en train de décrire, mais ce n'est simplement pas la réalité sur la planète Terre. Comme déjà cité par moi-même, nous sommes une espèce qui a toujours été à la recherche de l'essence de son existence. Et d'ailleurs, nous sommes la seule étant capable de le faire, mais sans pour autant aboutir à des réponses précises. Mais je pense que la meilleure façon de comprendre le présent est de voyager vers le passé. Un passé agité, riche en événements, sanglant par-ci, paisible par-là, pour enfin arriver au terminus, ou devrais-je dire, le commencement. La première péripétie qui est marquée notre histoire remonte à l'époque d'Ève et Adam. Le premier crime de l'humanité, nous le connaissons tous, Caïn tue son frère Abel pour une histoire de mariage. Ou bien, sortons carrément du cadre mythologique et parlons archéologie. Le premier meurtre connu de l'humanité date d'il y a environ 430 000 ans. Et il en reste comme preuve un crâne sévèrement blessé au fond d'une grotte en Espagne. Ce que ces deux cas partagent entre eux est le fait qu'ils se sont déroulés lors d'une époque où l'humain était dans son état primitif naturel, où il n'y avait pas une sorte de structure sociale qui l'aurait incité à agir d'une telle façon. Alors, querelle s'étant mal terminée ou vendetta non accomplie, nombreuses sont les théories qui peuvent expliquer ces meurtres. Cependant, elles reviennent toutes à cette part d'égoïsme qui caractérise l'Homo sapiens. Bref. De toute façon, si l'homme a commencé à vivre en communauté il y a quelques centaines de milliers d'années, c'est par pur besoin, non par volonté. Car contrairement à ce que prône le philosophe Rousseau, c'est cette société, ensemble de règles qu'on a créées et imposées qui nous empêchent d'agir de cette manière qu'a décrit Hobbes comme étant l'état de nature. Cette nature de l'homme qui est foncièrement mauvaise. Alors, lorsque l'humain a commencé à vivre aux côtés d'autres humains, il s'est avéré impératif d'instaurer une sorte de règle, autrement appelée comme morale ou éthique, afin de préserver cette vie en communauté. Non pas parce que l'homme est bienveillant, non, mais pour la simple raison que s'il voulait survivre dans un monde aussi sauvage et périlleux, il n'avait pas d'autre choix. Et la plus grande preuve de cela est que même de nos jours, après toute l'évolution qu'a subie notre espèce, nous continuons à témoigner de crimes et d'actes atroces et exécrables à chaque jour aux infos. Et prenons l'exemple d'un fait divers assez récent et qui a fait surface sur les réseaux sociaux, qui n'est autre que les événements du boulevard à Casablanca. Une calamité, un désastre, une tragédie, aucun de ces mots ne peut décrire à l'exactitude la gravité de ces événements. L'accès libre au festival a encouragé des centaines de personnes à y aller, à libérer cette sorte de bestialité enfouie au plus profond de leur inconscient. Cette bestialité qui est en fait la nature de l'humain, qui le pousse à hurler, frapper, violer et maltraiter. Alors, tout cela étant dit, je vous mets au défi, chers opposants, de me prouver qu'il y a quand même de l'espoir pour que l'homme soit bon au fond. Merci. Jury, audience, opposants, bonjour. Quand le sujet a été annoncé et que j'ai pu le découvrir, je ne vais point vous mentir, mais j'étais plus que satisfaite. Laissez-moi donc vous le rappeler encore, l'homme ou l'humain est foncièrement, attention, foncièrement de nature mauvaise. Vous ne voyez donc aucune anomalie dans cette proposition? Vous vous doutez bien que je pointe du doigt le terme « foncièrement », qui est en soi une généralisation et extension de tout l'être humain. Nos chers opposants ici présents ont donc saisi l'entièreté de l'Homo sapiens et l'ont jeté dans un seul sac. Eh bien, je le refuse. Et d'un refus ferme. Si on venait vraiment à déclarer que les primates sont foncièrement mauvais, expliquez donc pourquoi, dès un très jeune âge, nos parents, nos familles et l'école
nous apprennent à différencier entre bien et mal, nous incitent à se comporter de manière respectable. Et cela pour construire une société digne de ce nom. C'est ce que nous essayons donc de bâtir. Une communauté soudée et où c'est agréable à vivre. Certes, l'homme commet des erreurs et que la vie n'est pas parfaite. Certes, l'homme commet des erreurs et que la vie n'est pas parfaite. Mais employer le terme foncièrement ou fondamentalement est assez grave. Car comme l'a déjà cité ma camarade, et que vous n'êtes prêt à saisir, ce terme est utilisé comme une base d'exemple. Nos chers opposants ici présents ont une vue si pessimiste et défaitiste du monde et de l'homme. Ils rejettent donc chaque erreur commise par ces derniers sur sa nature. Et si j'ai bien tout saisi, la nature de tout l'être humain. Ce qui veut forcément dire que si mon entourage est mauvais, je le suis. Que je ne suis capable de fonctionner par ma propre pensée et de me convaincre que mon fond est mauvais. C'est tout de même une sorte de victimisation. Victimisation mal placée et qui n'a lieu à être. C'est beaucoup plus facile à dire que l'homme, c'est beaucoup plus facile à dire que ma nature est ainsi, qu'il y a une once de bonté en moi et que mes actes sont justifiés. Se mettre en position de victime. Victime de nature et de mon essence. Nous sommes tout de même unis par un cerveau et avons contrôle sur nos actes. Donc arrêtez de mettre l'entièreté de l'homme dans un seul panier. Merci. Alors avant de commencer, j'aimerais éclaircir quelques points. Apparemment, la guerre est une guerre entre le mal et le bien. Je pense contrairement que, en fait, la guerre est le mal contre le mal. Le plus fourbe gagne au final, car si le bien triomphait, on vivrait dans un monde un peu plus paradisiaque que celui-là. Mesdames et messieurs, chers opposants, honorables jurys, bienvenue à bord de votre nuage flottant. Dans quelques secondes, des arcs-en-ciel apparaîtront par-ci et par-là. Et puis, ne soyez pas surpris si vous apercevez des chats volant au-dessus de vos têtes ou encore si la fée Clochette décide de faire irruption, là, tout de suite. J'imagine que cette description assez utopique vous rappelle une idée assez utopique que tenteront, et je dis bien tenteront, de défendre nos chers opposants. L'homme est de nature bonne. Suivant votre thèse, et étant donné que l'homme est le principal habitant de la Terre, j'imagine que cette dernière devrait bien se porter, n'est-ce pas? Excusez-moi, je reçois un appel. Ah, mais ce n'est que la pollution, le meurtre, le viol, l'agression, l'harcèlement qui sont à l'appareil. Oups, le nuage s'assombrit de plus en plus, les chats se contentent de garder les pieds, ou devrais-je dire les pattes sur terre, et je pense que la fée Clochette ne compte pas nous rendre visite de sitôt. Ça sera plutôt Voldemort pour aujourd'hui. Pessimiste, nous direz-vous, croyez-moi, machiavélique que nous sommes, on aurait bien voulu l'être, car malheureusement, nous ne faisons que décrire. Permettez-moi alors de vous présenter un tout petit quiz vite fait, auquel la réponse est certainement évidente pour tout le monde, mais il me semble qu'elle ne l'est pas, pour nos si bons opposants. Les crimes que j'ai cités précédemment sont l'œuvre de qui, à votre avis? Bingo, ils ne sont que l'œuvre d'un homme de nature foncièrement bonne, quoique crime et bonne nature ne riment pas vraiment. Alors, avant de m'approfondir encore plus dans ce sujet, j'aimerais éclaircir quelques têtes et par conséquent créer une distinction entre l'état de nature dont on parle et l'état civil. Car vivre dans une société régie par des lois est aux antipodes de vivre dans une société n'ayant aucune loi ni institution. Selon Hobbes, grand philosophe du XVIIe siècle, l'état de nature est un état de guerre de chacun contre chacun. L'homme a cette envie de se conserver et donc à l'état de nature, l'homme est libre d'user de tous les moyens mis à sa disposition pour assurer cette conservation. Et croyez-moi, la plupart du temps, ces moyens ne sont pas des plus angéliques. Relatons ceci à notre vie quotidienne. N'observez-vous pas une très grande ressemblance? Et je tiens à rappeler que nous vivons dans un état civil qui plus est. Chasser le naturel, il revient au galop. L'homme ne s'est donc pas contenté d'être de nature foncièrement mauvaise. L'homme est mauvais, qu'on le veuille ou non.
Alors n'essayez pas de nous envoûter en usant de vos belles paroles ou en nous vendant du rêve. Et pour ce faire, je vous invite à visiter la Palestine. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et vous pouvez tout aussi bien visiter la couche d'ozone, quoique j'ai bien peur que cette dernière vous rejette, car ce n'est pas un secret que l'homme est le principal responsable de son état actuel. Donc j'imagine que des humains ne sont pas des bienvenus par là-bas, encore moins des humains qui se proclament être bons. Merci. Mesdames et messieurs, chers opposants, bonjour. Je me présente aujourd'hui pour défendre l'homme et pour prouver son innocence. Nos chers opposants déclarent que l'homme est de nature foncièrement mauvaise. Mais laissez-moi vous poser une question. Mais tout d'abord, cherchons ce que signifie une mauvaise personne. D'après le dictionnaire Le Robert, une mauvaise personne signifie une personne immorale, malveillante, dure, cruelle ou injuste. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de 3 ans qui commence tout juste à s'exprimer? Être immoral, malveillant ou cruel? Chose qui est impossible, car à cet âge, les enfants ne prennent même pas conscience du danger. Ce n'est qu'à l'âge de 6 ans qu'ils commencent à le détecter, grâce à leur expérience de vie et l'expérience. Mais c'est pourquoi on déduit que l'homme est né comme une page blanche et que l'entourage et la société qui écrivent les premières lignes de sa personnalité et influencent la personne qui sera. C'est pourquoi je me rejoins à l'avis de Jean-Jacques Rousseau, le grand philosophe et écrivain, qui dit que l'homme est né bon et que la société le corrompt. Selon lui, l'homme, à son état de nature, fait preuve d'amour de soi, assurant ainsi son propre bien-être. Il est aussi capable de pitié, ce qui l'emmène au secours de ceux qu'il va souffrir. Il y a alors une égalité naturelle, puisque tous les hommes sont égaux entre eux sans différence. Donc l'homme est transformé de façon néfaste par la société. Il devient ainsi égoïste et individualiste, et adepte de l'artifice et du paraître plutôt que de l'être. En conclusion, l'homme est né bon, solitaire et aimé de la nature. Il est par la suite corrompu avec la vie en groupe, la civilisation. L'homme à l'état naturel est un homme bon. Il n'est toujours pas corrompu. Et dans ce sens, j'entends qu'il n'a toujours pas perdu ses qualités naturelles. Et pour prouver mon point de vue et vous convaincre encore plus, je voudrais vous parler d'une expérience menée par Albert Bandura en 1961. L'expérience de la poupée Bobo. Celle-ci consistait à exposer des enfants à des scènes dans lesquelles des adultes se comportaient de manière agressive, puis à mesurer si les enfants auront le même comportement. L'expérience fut sur 72 enfants, entre l'âge de 3 à 6 ans, qui furent divisés par la suite en 3 groupes de 24. Le premier groupe était soumis au scénario de l'adulte agressif, le deuxième groupe au scénario non agressif, et le troisième groupe servait de témoin. Lors de l'expérience, chaque enfant était emmené individuellement dans une salle de jeu. Après avoir joué 1 minute, l'adulte du scénario agressif attaquait la poupée Bobo en la frappant d'une manière répétée sur la tête. Après environ 10 minutes, l'expérimentateur revenait et emmenait l'enfant. Dans le scénario non agressif, l'adulte ne fait que jouer avec la poupée en ignorant totalement la poupée Bobo. L'équipe d'Ambandura a trouvé que les enfants soumis au scénario de l'adulte agressif sont les plus inclins aux gestes physiques agressifs et violents. Ils sont aussi les plus brutaux envers la poupée. Les comportements agressifs des adultes auraient amené les enfants qu'un comportement agressif est acceptable. Les chercheurs ont également montré que les enfants soumis au scénario de l'adulte agressif sont les plus propices à poser des agressions verbales et être les plus violents envers les autres enfants.
Mesdames et messieurs, l'homme était une fois un enfant qui a été influencé par son entourage. Celui-ci décide de son sort. Dans un milieu sain, on élève des personnes sereines. Merci. Premièrement, je voudrais juste dire à ma chère opposante que ces parents qui nous apprennent à différencier entre le mal et le bien, c'est eux-mêmes qui nous punissent, mais nous repunissent si on se comporte de la même sorte. Puis, à mon autre opposante, je voudrais juste vous dire que le sujet de notre débat, c'est de mettre l'humain dans un même panier par le terme foncièrement. Bref, le bien existe, puisqu'on en parle, caractérisé même par sa connexité étroite vis-à-vis du centre de notre sujet, l'humain. Mais toutefois, navré de vous décevoir, chers opposants, mais cette relation est aux antipodes de votre notion. Cette soi-disant bonté n'est qu'une façade, un mur en papier pour camoufler des êtres menteurs, naïfs, cupides, peureux, bref, défectueux. Cette idée est même supportée par le philosophe Machiavel, qui, selon lui, l'humain a toujours eu ses mêmes défauts. Car peu importe l'époque, l'humain est le clone de ses ancêtres. Ils sont de même nature, de même essence. D'ailleurs, l'humain étant inapte, il ne peut rien y faire. Ce sera toujours plus facile pour lui de faire du mal plutôt que le bien. Et s'il fait preuve de bonté, ce sera simplement parce qu'il aura cessé de se laisser aller par ses instincts. Ce qui est toutefois hypocrite, mesdames et messieurs, car nous, étant humains, sommes principalement guidés par ces derniers, nos instincts, nos besoins, notre nature. Car malgré notre conflit mensonger contre cruauté et malfaisance, notre réalité reviendra toujours au galop pour nous mander notre essence. Et ceci est témoigné lorsque l'humain est soumis à un choix entre une cruauté qui l'arrange et une bonté qui le met en désavantage. Et hop, sa réalité amère refait surface pour le guider vers les catacombes de son existence, où son égocentrisme et narcissisme ressurgissent, pour le guider vers son besoin de réussir et de triompher. Car comme a dit John Adams, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Comme a dit ma chère opposante et ma camarade, cette société qui, selon Rousseau, métamorphose un humain doux, calme, paisible et tranquille en une bête féroce et le Coran, c'est elle-même qui le dompte et l'apprivoise en cet état qui s'appelle civilisation. Voyant si les verrous et les chaînes de l'ordre légal tombent n'importe comment, que l'anarchie éclate, c'est alors là que l'on verra ce qu'est réellement l'humain. Si les taux de meurtre et de meurtriers sont déjà innombrables à présent, voyons si l'humain obtient sa liberté entière. C'est alors là où l'on va assister à la naissance d'un être sauvage, capable de tout faire pour franchir les cieux et obtenir le pouvoir. Car l'humain se différencie du reste de la nature par une couche gélatineuse et glissante de mensonges qui l'enveloppe et le protège. Et il le protège du regard de l'autre, qui lui-même se protège du regard de l'autre. Ce qui nous engloutit dans un cycle de mensonges ou d'hypocrisie, où chacun d'entre nous œuvre à camoufler ses carences, ses déficiences, ses manques, ses pénuries, sa nature, afin de simplement simuler un caractère charitable et philanthrope pour combler son envie d'approbation d'autrui. Ce qui nous permet de dire, mesdames et messieurs, cette soi-disant sincérité présentée par l'humain n'est qu'une sorte d'abri, un abri pour camoufler sa nature défectueuse. Car, rappelez-vous, mesdames et messieurs, au fin fond de la réalité de l'homme, inutiles sont les valeurs et l'honnêteté morale. Il n'existe que l'hiérarchie sociale. Merci. Tout d'abord, chers opposants, mettre l'humanité dans un seul et même panier, c'est ce que vous faites, pas nous. Nous sommes là pour vous contredire, en effet. Cher auditoire, bienvenue. Bienvenue au tribunal, où notre cher jury joue le rôle du juge. Et où l'accusé est l'homme. Accusé par qui, me demanderez-vous? Par l'homme lui-même. Et oui, cela peut sembler très bizarre. En écoutant vos interventions les unes après les autres, je me suis rendu compte de quelque chose. Vous n'avez vraiment, mais vraiment pas compris notre sujet aujourd'hui. Bien que chacune de mes camarades ici ait pris la peine de vous l'expliquer, il semble que moi aussi, je dois vous éclaircir et vous ouvrir les yeux sur la différence entre la nature de l'homme et sa culture. Et oui, le maths, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas étroitement lié. La nature de l'homme, c'est ce qu'il a à sa naissance, ce avec quoi il vient au monde. Contrairement à sa nature, à sa culture, c'est ce qu'il acquiert tout au long de sa vie.
c'est ce qu'il a. Je vous donnerai un simple exemple. Selon plusieurs philosophes de l'ère moderne occidentale, l'homme est de nature mystérieuse et pas tout à fait compréhensible. Ainsi, la culture intervient et lui apprend à s'exprimer à travers la langue, le chant, la musique, la danse, peut-être la poésie. Bref. Autre exemple, l'homme est bien connu pour être de nature curieuse. En effet, les plus jeunes ont tendance à vouloir tout savoir, à poser tout plein de questions, à vouloir toucher à tout et goûter à tout. Ainsi, la culture intervient et soit encourage cette ouverture d'esprit, ou au contraire, empêche cet enfant de s'épanouir. D'autre part, différents courants de recherche contemporaine conduisent à une seule et même conclusion. L'homme a une prédisposition naturelle à la bonté. Celle-ci peut être inhibée ou développée en fonction de l'environnement et du choix de l'individu. Aussi, puisque vous ne manquez pas d'originalité, vous nous sortirez forcément l'argument majeur des adeptes de la violence, et qui est l'existence des guerres et des génocides. Or, cet argument s'avère très fragile, car ces phénomènes sont bien plus facilement explicables par des mécanismes psychosociaux que par une violence atavique inscrite dans nos gènes. Et je rappelle que ce ne sont pas les soldats eux-mêmes qui décident des entrées en guerre, mais des leaders hiérarchiques bien éloignés des zones de combat. Ainsi, ils donnent des ordres sans vraiment savoir, sans concrètement savoir ce que veut dire tuer quelqu'un. Et le soldat obéit par mécanisme de soumission à l'autorité. Ce même soldat, mesdames et messieurs, ressent une répugnance à tuer la personne en face de lui. Ainsi, plusieurs soldats rentrent en dépression, en anxiété. Et ils commencent alors un parcours d'errance qui les conduit parfois à la précarité sociale, à l'isolement, voire au suicide. Le premier auteur à mettre cela en évidence n'était ni un militant pacifiste, ni un philosophe convaincu par la bonté fondamentale de l'être humain, mais bien un militaire. Et nous le connaissons tous, mesdames et messieurs, le général Samuel Marshall. Et pour ne pas trop s'attarder, je vous invite simplement à lire son livre et vous cultiver un peu. Les hommes opposés au tir. Et je pense que le titre parle de lui-même. Merci. Tout d'abord, pour répondre à ma chère opposante, certes, les soldats participent à la guerre en vue de protéger leurs proches et leur pays uniquement. Or, le sourire au coin de leurs lèvres, après avoir tué l'ennemi, justifie la présence de ce plaisir bestial. Bref. Que pensez-vous des enfants? Vos réponses vont certainement différer. Or, ils partagent indubitablement le même thème. Innocence par-ci, pureté et naïveté par-là. Bref. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. L'homme est bel et bien mauvais, et le justifier ne relève pas du miracle. Pour cela, laissez-moi rembobiner la ceinture du temps afin d'étudier la première forme de l'humain. Et oui, l'enfant, l'éternel innocent de l'humanité, n'est-ce pas? Comme disait Lao Tzu auparavant, l'innocence est la meilleure défense de l'enfant. Cette expression vous est sans aucun doute familière. Or, détrompez-vous. L'innocence de l'enfant est un concept créé par l'homme afin de camoufler sa pénurie de bonté et de bienveillance. Mais ce serait largement sous-estimer les facultés de manipulation et d'analyse de cet être aussi haut que 3 pommes. Ainsi, le mythe de l'enfant comme être pur nous rapproche de l'idée d'une source originelle de l'être. Mais si on observe ces derniers de plus près, ils sont à tous égards d'une complexité immense, ne serait-ce qu'à cause de la potentialité de toute une vie humaine qu'ils détiennent d'emblée. En effet, ce débat est ouvert depuis belle lurette entre ceux qui sont convaincus que l'enfant est un être angélique et d'autres qui pensent que ce dernier est un démon maléfique. Or, quel point de vue l'emporte? Pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire de notre quotidien. Je vous présente alors Ahmed, âgé de 5 ans. Ce petit bonhomme rêve depuis toujours d'avoir une tablette électronique. Naturellement, ses parents refusent ce propos radicalement, jugeant qu'il est assez jeune pour ce genre de possession ludique assez dommageable. Laissez-moi vous dire, chers opposants, que cet Ahmed trouverait tôt ou tard un moyen stratège pour qu'il morde à l'hameçon. Après des mamans je t'aime, des pleurnicheries et des larmes de crocodile, leurs cœurs vont s'attendrir en vue de leur pauvre progéniture en détresse. Et donc, les 3 pommes auront gagné. En somme, nous pouvons conclure que les enfants sont peut-être ignorants, mais certainement pas innocents. Avant même de parler, ils sont déjà capables de comprendre comment fonctionnent leurs parents et comment obtenir ce qu'ils désirent.
Et comment décrit-on une personne qui utilise le pouvoir qu'elle détient sur l'autre afin d'aboutir à ses fins? Eh oui, mauvaise. À la lumière de ce qui précède, être mauvais par définition, c'est être méchant. Et ne croyez-vous pas que les 10 anges sont peut-être méchants, voire même cruels entre eux? N'avez-vous jamais remarqué le comportement de certains enfants qui, parfois très jeunes, font preuve de cruauté, de malveillance, de méchanceté, etc. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, je remets en question leur innocence. Quoiqu'on ne cesse de répéter que la vérité sort de la bouche de l'enfant, c'est un concept fortement erroné, mais qui perdure inopportunément. L'enfant choisit méticuleusement ses paroles. Il n'hésiterait point à reprocher à son père sa barbe piquante de 3 jours. Mais lorsqu'il s'agit de la part de gâteau portée disparue, la vérité n'est pas si fondamentale en fin de compte. En conséquence, si même l'enfant clamé innocent auparavant s'avère partiellement mauvais, je vous laisse imaginer ce qui en est de l'adulte. En somme, après seulement quelques années d'existence, l'homme avec un grand F a déjà un mal éclipsé au fin fond de son âme. Et par analogie, cette boule de neige maléfique ne cesse de prendre en épaisseur au fil du temps, donnant naissance à un humain foncièrement mauvais et critiquable. Merci. Chère assistance, ne vous laissez point vous faire retourner le cerveau par mes opposants. Dites-vous quand même que je me retrouve devant ce pupitre pour vous convaincre, persuader et justifier qu'en effet, votre nature n'est pas mauvaise. Ce qu'il me semble tout de même évident et flagrant. Et par-dessus tout, ne mélangez pas entre ego et mal. En effet, nous tous possédons un ego. L'ego est donc la conscience et la représentation que j'ai de moi-même. C'est la conception, c'est la construction du moi qui te permet de te situer comme un individu séparé du monde. En d'autres termes, l'ego te permet de te situer dans la vie et peut parfois s'exprimer en tant que dignité ou amour-propre. On entend souvent dire l'expression « mon ego a pris un coup ». Et la réaction logique n'est pas si calculée ou mature. L'homme a donc cette envie de se mettre en avant et en valeur, soigner son image et plaire aux gens. Donc, si on touche à cela, la réponse n'est pas si parfaite que ça. Mais attention, cela ne va tout de même pas dire que votre nature est mauvaise. Non. Et plutôt, vous ouvrez les yeux sur le niveau comportemental, qui ne reflète pas toujours l'essence. Certes, l'homme n'est pas parfait, mais tout rejeter sur l'essence n'est guère cohérent. Prenez juste exemple sur les films Pixar, Disney ou les contes de fées revisités. Pour la plupart, dans ces films-là, nous retrouvons les gentils et les mauvais. Et majoritairement, nous avons donc cette représentation des deux côtés. Et majoritairement, les gentils gagnent. Moi, personnellement, j'aime bien penser que c'est un peu une représentation caricaturale, enfantine de la société. Cette image simplifiée du bien et du mal qui ne cesse de tourmenter l'esprit des gens. Laissez donc le bénéfice du doute aux vilains ou aux méchants qui, eux, ont eu un vécu, un passé qui les a laissés se comporter ainsi. Excusez-moi. Ce qui nous amène à l'impact de la société sur l'homme. Certes, autant que citoyen respectable et digne, je me dois d'améliorer la société dans laquelle nous vivons chaque jour. Ce combat que nous menons ne risque de finir. Nous essayons donc de corriger quelques idées naissant de différentes cultures, certains comportements venant au manque d'éducation ou certaines habitudes dues au manque de culture de savoir. Vous voyez, opposants, nous ne sommes pas tous mauvais. Il suffit juste de regarder autour de vous. Nous étudions quand même dans une école qui fait le maximum pour nous inculquer les meilleurs principes et idées à suivre. Donc arrêtez de tout rejeter sur la nature ou l'essence et regardez plus loin que votre nez. Merci.
Chers opposants, j'aimerais rebondir sur vos propos. Le problème n'est pas comment est transmise cette méchanceté comme l'ont prouvé les expériences sur la poupée. Le problème, c'est que cette méchanceté, elle est là. Voilà, c'est là où réside le problème. Bon. La politique, domaine dans lequel les personnes qui exercent ce métier, un peu comme nos chers opposants aujourd'hui, jouent un double jeu, usant de leur double face pour vous tromper doublement. Et bien sûr, on n'y voit que du feu. Ce domaine qui normalement est la base du développement et bon déroulement de toute société, qui élu les personnes les plus aptes, les plus humaines, les plus bonnes pour assouvir les besoins vitaux de nos citoyens et pour leur procurer les moyens nécessaires pour participer au développement de leurs capacités tout d'abord, ensuite celui de notre société. Eh bien, ce domaine-là, voyez-vous, malgré la corruption continue qui y est exercée, le vomi de mensonges y dégoulinant, l'égocentrisme extravagant qui y est camouflé, l'hypocrisie souriante l'encerclant, sera mon préféré aujourd'hui. Tout simplement parce que ce domaine-là illustre la méchanceté de l'homme en bonne et due forme. Ces personnes-là, comme nos chers opposants aujourd'hui, font serment d'un avenir prometteur, tout juste sorti d'un conte de fées. Espoir et futur sont leurs mots d'ordre. Une fois au pouvoir, égoïsme et destruction les remplacent. Et pourtant, je me demande bien comment des personnes de nature aussi bonne ont-elles pu retourner leur veste aussi vite, en un clin d'œil. Vous allez sûrement me chanter le même couplet encore une fois, qu'il y a tant de personnes merveilleuses ailleurs ou que l'environnement dans lequel ils se trouvent les a condamnés à devenir ainsi. Mais c'est exactement dans les environnements les plus malsains que cette prétendue bonté devrait ressortir pour y faire face. Si elle ne ressort pas, c'est qu'elle n'était pas là. Chers opposants, accepter toute nuance de méchanceté sans pour autant y participer ne fait pas de vous une personne de nature bonne. Clamer haut et fort, être bon, mais ne rien faire quand le mal se joue devant vous ne fait pas de vous une personne de nature bonne. Magouiller derrière le dos de centaines de personnes sans qui vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui, en leur faisant croire que la société en sera récompensée, ne fait pas de vous une personne de nature bonne. Préférer un intérêt personnel au détriment d'une masse ne fera certainement pas de vous une personne de nature bonne. Alors voilà, au final, on remarque que dans ces situations les plus périlleuses et crochues de la vie, où normalement devrait naître cette tant attendue bonté, on remarque que la viciosité, la malveillance, la manipulation, la cruauté, le narcissisme, le sadisme y règnent en maître. Alors au final, ne ressort que la vraie nature humaine, aussi amère qu'elle puisse paraître, aussi décevant que ça puisse vous paraître, c'est là la nature humaine de l'homme. Et donc, chers opposants, n'essayez pas de nous convaincre que nous vivons dans ce monde idéal rempli de papillons et d'arc-en-ciel partout, parce que nous vivons malheureusement dans ce monde aussi pessimiste que cela puisse vous paraître. Alors, au lieu d'essayer de vous convaincre autrement, de vous convaincre de cette idée-là, acceptez cette réalité et œuvrons tous pour essayer de l'éradiquer. Merci. Eh bien, il semble que mes opposantes aient fait la guerre et qu'elles ont vu les sourires machiavéliques sur les visages de nos soldats. Vous m'en direz tant. Eh bien, aujourd'hui, mieux qu'hier, demain, mieux qu'aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose ? Bon, honorable audience, si vous ne le savez pas, curieusement vous ne le savez pas, ceci est la philosophie de notre école. Notre école qui nous a toujours poussé à croire en des jours meilleurs et à nous-mêmes aspirer à devenir meilleurs. Mais comment faire si vous ne croyez même pas en votre propre bonté? Et si votre pessimisme vous convainc que l'homme, avec un grand F, est foncièrement mauvais? Au fond de moi, je suis sûre que tout chacun a du bon en lui, aussi enfui soit-il. Il y a une phrase que M. Talal a dite un jour et qui m'a marquée. Pour moi, toute personne est bonne jusqu'à preuve du contraire.
Étant intriguée et directement en rentrant chez moi, j'ai directement googlé l'expression. Cette expression, utilisée notamment dans le cas d'un document ou d'un acte réputé, conforme à la vérité tant qu'il n'a pas été prouvé. Et vous, aujourd'hui, opposants, accusez chaque femme, chaque enfant, chaque homme, la totalité de l'être humain, d'être mauvais sans avancer aucun argument concret. Peut-être que, selon vous, certains sont nés bons et d'autres non, mais cela annulerait totalement notre sujet aujourd'hui. L'être humain est foncièrement mauvais. Tous les points soulevés, chère audience, vous donneront peut-être l'impression que les gens sont à 100% mauvais. Mais vous ne devrez pas y croire. Parce que moi, je suis convaincue que chacun de vous a du bien en lui, que chacun de nous a du bien en lui. Nous connaissons tous des gens qui prendraient des balles pour un inconnu, comme nous en connaissons d'autres qui rabaissent leurs proches simplement pour se mettre eux-mêmes en valeur. Le monde est forcément un endroit triste. Si vous voyez toute la méchanceté qui se répand, telle une traînée de poudre, mais de temps à autre, pensez à lever la tête et à voir plus loin que le bout de votre nez, et vous verrez des personnes dont la bonté rayonne comme le soleil. Chère audience, jury, il semble que je doive mettre fin à cette confrontation. Et en conclusion de ce débat, 3 conceptions de l'être humain se présentent à vous. Une conception foncièrement pessimiste, bien représentative de nos opposants, et selon laquelle l'homme est en 100% mauvais, méchant, égoïste. Absurde et déprimant, n'est-ce pas? Une conception foncièrement optimiste. Un second extrême selon lequel l'homme est à 100% bon, sans faille, et que ce serait la société qui l'imperfectionne. Et le meilleur pour la fin, une conception réaliste, celle que nous adoptons, mon équipe et moi, selon laquelle l'homme a une prédisposition naturelle à la bonté, mais peut tourner vers la violence dans certaines circonstances et dépendant de l'environnement où il a grandi. Le choix reste le vôtre. Mais pour ma part, je suis convaincue que c'est en pariant sur ce qu'il y a de bon en l'être humain que le meilleur peut se dévoiler. Merci.